L'incendie dans les Landes qui a ravagé plus de 1700 hectares depuis jeudi soir. Alors voilà, le gouvernement, l'exécutif qui va aller au plus près des personnes sinistrées. Emmanuel Macron sera dans le Var demain pour rencontrer maires et pompiers après l'incendie du Gros Bessillon. Dans le même temps, Sébastien Lecornu, lui, sera en Gironde. Et voilà, cher Raphaël Steinville, Sébastien Lecornu n'a prévu aucune rencontre avec les sinistrés. Il ne semble d'ailleurs pas être le bienvenu d'après tout ce qu'on a pu entendre dans les différents journaux d'Europe 1. Oui, je pense que le Premier ministre, d'une certaine manière, fait bien. Il a compris que s'il devait se déplacer sur le terrain, autant il serait accueilli de manière courtoise par les élus qui attendent de lui des réponses extrêmement fortes pour répondre aux ravages de ces incendies, de ces méga-feux. Pour autant, de rencontrer les habitants, les habitants sinistrés, la situation, le contexte était peut-être trop hâtif pour qu'il s'autorise ce genre de sortie. Mais effectivement, il va rencontrer les élus et les élus ont des questions, des critiques à lui adresser et surtout des attentes immenses, parce que tous réclament un plan Marshall pour reconstruire, prendre des résolutions fermes pour que ce qui est advenu ces dernières semaines et qui se produit encore en ce moment en Gironde ne se reproduise plus dans les années à venir. Je vous propose d'écouter maintenant le retour d'Alain Laporte qui a perdu sa maison dans les incendies justement. Il a témoigné sur CNews ce matin, on l'écoute sur Europe 1. Mais la situation est que je suis là, j'attends un mobil-home parce que j'ai rien pour le moment. Alors j'attends un mobil-home parce que j'ai deux gros chiens, alors je peux pas me mettre dans un camping, quoi. Et puis j'attends de monsieur Lecornu là qui presse un peu les assureurs là, tous ces experts là qui reviennent vers nous là pour savoir où c'est qu'on va, quoi. Voilà. Alors il faudrait quand même que ça soit un peu plus virulent, quoi. Voilà. Hein. Parce que nous on attend, on n'a pas demandé que notre maison parte en fumée. Hein. Voilà. Hein. Alors c'est à eux après se bouger, voilà. Ce monsieur en pleine détresse, Alain Laporte qui a perdu sa maison dans les incendies là-bas en Nouvelle-Aquitaine. Gilles Boutin, voilà, il attend du Premier ministre qu'il soit un peu plus virulent. Parce que est-ce qu'on a l'impression un peu que le gouvernement est en retrait, subi peut-être encore ? Sur la question budgétaire, il subit parce qu'il ne peut pas distribuer des billets. Et l'hélicoptère à billets, ça marche voilà, pas. j'ai utilisé également la métaphore de l'hélicoptère. Là, ce n'est pas possible et j'ai presque envie de dire que c'est tant mieux parce que ce n'est pas forcément la meilleure des manières. En revanche, ça l'oblige à être créatif et effectivement, le gouvernement insiste sur le fait qu'il met la pression sur les assureurs pour que les expertises aillent le plus vite possible et qu'on puisse reloger le plus rapidement possible ces personnes. Et d'ailleurs, ça fait partie de la mission que Sébastien Lecornu va officiellement lancer demain. Oui, il y a une table ronde prévue à Mérignac avec les élus et les acteurs socio-économiques de la reconstruction. Exactement, voilà. Et par ailleurs, c'est vrai que ça pouvait sembler, et moi le premier, je trouvais que la visite de Sébastien Lecornu à Mérignac seulement pouvait paraître assez distante vis-à-vis de la population locale, qui d'ailleurs était assez en colère. Bon là, j'ai une source dans son entourage qui indique que Dites-nous. il s'est rendu au Porge en fait aujourd'hui en amont de sa visite officielle demain à Mérignac pour un peu constater les choses. Alors on m'a dit que cette visite le conduirait à revoir un petit peu ses annonces de demain, j'en sais pas plus, je sais pas dans quelle mesure ça le conduirait à changer son dispositif, mais sachant que le dispositif en question, comme je le dis, ne consiste pas à annoncer des mesures tonitruantes, il s'agit de faciliter les choses, de mettre de l'huile dans les rouages, pour faire en sorte que les logements soient reconstruits rapidement, que les personnes soient également relogées, aider les entreprises, mais ça on connaît déjà les dispositifs, donc c'est les entreprises de moins de 250 salariés. L'idée c'est qu'en fait, Puis il y a les cours qui reprennent dans 15 jours aussi, c'est l'activité ça ? partielle, et que ça leur coûte zéro. En Que ce fait. soit à la charge de l'État. Exactement. Enfin que le reste à charge soit effectivement comblé par l'État. Donc il y a tout cet ensemble. Et puis alors sur la sylviculture, là c'est très très flou. Hein. C'est-à-dire sur les arbres, ils ont dit qu'ils allaient les accompagner. Bon. Dans quelle mesure, on n'en sait rien. Il y a encore beaucoup de choses à préciser, évidemment. Mais en tout cas, voilà, il s'est rendu sur place loin des caméras, donc ça veut dire aussi qu'il cherche à se faire une idée par lui-même. C'est vrai que Sébastien Lecornu, normalement, devrait s'entretenir. Alors, il s'est peut-être entretenu, d'après ce que vous nous dites, hors caméra avec le maire du Porge, Martial Zaninetti. Le Porge, on le rappelle, c'est la ville qui a été la plus touchée, la plus meurtrie par le méga-feu qui a ravagé 40 000 hectares. Imaginez, 183 maisons détruites, ça représente 3/4 de la ville. Donc, on a clairement que des citoyens qui sont dans la détresse totale. Demain, on comprend qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie de parler au Premier ministre, mais d'avoir justement un vrai coup de pouce. Vous parliez tout à l'heure, Raphaël, de faciliter les choses. J'espère quand même que faciliter les choses avec les assurances, qu'elles prennent en main à bras-le-corps ça depuis le début.
Non, mais ce qui est certain, c'est que à défaut d'obtenir des résultats, le Premier ministre et un certain nombre de conseillers peuvent s'activer auprès des assureurs pour que ceux-ci se manifestent dans la plus extrême urgence auprès de ceux qui sont sinistrés. Mais la réunion de demain, telle qu'elle est prévue et calée, a priori, c'est pour à la fois répondre à des urgences, mais surtout se projeter dans l'avenir. Comment on reconstruit et comment on reconstruit mieux. Un certain nombre d'erreurs ont été faites ces dernières années, qui ont permis probablement à ce que des maisons soient construites trop proches des forêts, et ce qui a conduit au drame que nous connaissons. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que un petit peu sur le modèle de Notre-Dame de Paris, où une loi d'exception avait été votée pour que un certain nombre de restrictions administratives puissent être levées pour accélérer ce genre de reconstruction. Peut-être qu'on ira vers là pour permettre à ces travaux d'être menés de la manière la plus prompte possible pour que ces habitants puissent être relogés et redisposés d'un logement. Vous écoutez Europe 1 Soir, bientôt 19h38. Alors on parlait de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui va aller en Gironde. Dans le même temps, on va avoir Emmanuel Macron demain qui, lui, passe ses vacances du côté du fort de Brégançon, au fort de Brégançon même. Et il sera demain dans le Var pour rencontrer les maires et les pompiers du feu du Gros-Bessillon. Alors moi, quand j'ai lu ça, tout de suite, je me suis dit... Est-ce qu'il va réussir à être audible après avoir fait du jet ski 3-4 jours avant? Alors, encore une fois, il a le droit de faire du jet ski, c'est pas un problème. Mais en même temps, d'aller au plus près au contact des personnes qui ont vécu de très très grosses difficultés, j'ai peur pour lui qu'il ne soit pas forcément... Mais c'était précisément le reproche qui lui était fait lorsque on a pu voir cette une de Paris Match. C'était que nombre d'élus et de Français d'ailleurs, lorsqu'il commentait cette couverture de Paris Match, lui reprochait d'être finalement dans le contentement de soi, prenant des vacances et s'affichant prenant des vacances, alors qu'il l'aurait davantage attendu sur le terrain auprès des pompiers. C'est précisément ce qu'il va faire, avec un effet retardataire qui rend peut-être plus délicate cette mission au contact des pompiers qui sont sur le terrain. D'autant que les pompiers ont un certain nombre de griefs, de reproches à lui adresser. Ils n'ont pas trop été écoutés par Laurent Nunez en plus. Ils se souviennent surtout des promesses d'Emmanuel Macron qui, en 2022, promettait de renouveler partiellement et de compléter la flotte de Canadair avant la fin de son deuxième quinquennat. Et ça n'a pas été fait. Les premières livraisons, ce sera en 2033. Donc je pense qu'il y aura un certain nombre de choses qui pourront être dites. Après, on connaît l'habileté d'Emmanuel Macron sur le terrain lorsqu'il est en face à face avec des personnes, fussent-ils en colère ou bienveillants envers lui. Oui, effectivement, c'est un débatteur qui sait y faire. Avant d'avoir à 19h45 le prochain journal permanent, Gilles, on va passer à cette lettre de Sébastien Lecornu aux agriculteurs. Si vous le voulez bien, la France qui doit rester une grande puissance agricole pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a écrit aux agriculteurs donc une lettre ouverte où il promet des mesures de soutien. C'est sa 3e lettre aux agriculteurs, missive où il solde l'épisode de la colère des agriculteurs de janvier, avec une loi qui a été votée, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais il a déplacé quand même tout de suite l'attention vers la sécheresse, le budget et la PAC en assumant d'être jugé sur l'exécution. Alors, parmi les mesures prévues, cellules nationales et départementales pour chiffrer les pertes, enveloppe d'aide ciblée à la main des préfets, ça va être eux qui vont avoir le final cut, et puis demander aussi à Bruxelles, et c'est peut-être ça le plus important, d'éviter la double peine, pas de sanctions PAC, politique agricole commune, pour obligation rendue impossible par la sécheresse. Là, il y a un enjeu qui est monumental avec les agriculteurs, et c'est pas pour rien que pour le coup on va avoir des enveloppes. Ça sera compensé par ailleurs. D'ailleurs, on ne connaît pas le montant de ces enveloppes à date, mais l'enjeu est énorme parce qu'on parle de pertes encore difficiles à évaluer, mais qui peuvent être de l'ordre de 3 à 6 milliards. C'est-à-dire que quand on a une valeur ajoutée de 30 milliards par an sur l'agriculture, ça vous fait 10% de la production qui est menacée. Donc là, l'enjeu est monumental, et pour une catégorie socio-professionnelle qui est déjà en détresse chronique, qui a du mal à joindre les deux bouts, énormément sont sous le seuil de pauvreté. Ne rien faire, ce serait absolument coupable. Et effectivement, la loi d'urgence avait déjà répondu à certaines inquiétudes, mais c'était presque... Enfin, c'est largement insuffisant au regard de la situation plus globale. C'est-à-dire que c'est pas en facilitant l'accès à des retenues d'eau que... Enfin, à la fois, c'est positif, et en même temps, ça ne résout pas l'entièreté du problème, qui est celle de la rémunération des agriculteurs. Et en fait, les annonces qu'il fait là, évidemment qu'elles ne répondent pas à cet enjeu-là, qui
qui est abyssal parce qu'il s'agit de la rémunération et donc aussi de ce que nous, consommateurs, nous acceptons de payer pour faire vivre à un niveau décent. Si votre litre de lait passe à 12 euros, ce sera plus possible. Voilà, alors que dans cet ordre d'idée, ce serait ça en réalité, Bien si sûr. on veut que les agriculteurs aient des salaires décents. Donc Sébastien Lecornu, là, se démène. Je pense qu'il va tout faire pour sortir de l'argent malgré tout. Il y a, je ne sais pas, à voir si ça peut rentrer là-dedans sur les crédits d'urgence qui sont prévus pour cela. Il y a encore un petit peu de marge dans ces crédits. On doit avoir encore 6 milliards d'ici la fin de l'année qui peuvent être utilisés. C'est ce genre de crédit qui est gelé, vous savez, quand on a besoin de faire quelques efforts supplémentaires en termes d'économie. Donc, à voir quel emploi il va en faire. Mais je pense qu'il est conscient que là, il y a vraiment un sujet gravissime. Mais il faut quand même Raphaël souligner Stahl. que si la loi d'urgence agricole a été votée, elle n'est toujours pas promulguée. Il a fallu attendre que le Conseil constitutionnel valide dans son presque quasiment. entièreté cette loi, mais les décrets d'application n'ont pas encore été pris. Donc vous voyez à quel point, quand bien même le gouvernement et Sébastien Lecornu essayent d'afficher une volonté d'accélérer les choses, des lenteurs sont toujours présentes qui contrarient le calendrier du Premier ministre, mais surtout des agriculteurs. Raphaël Stainville, justement, à propos de calendrier, on a ce budget 2027 qui va bien nous tenir chaud pour la rentrée, pour l'automne. Le Premier ministre, lui, demande à la fois de réduire le déficit, on le sait tous, il faut trouver des économies, mais en même temps de ne pas affaiblir ce qui produit, donc d'aider, d'accompagner et les dispositifs de soutien agricole, tout en promettant la rigueur budgétaire. Est-ce que c'est possible ? Et il parle aussi de faire un budget loin de toute considération politicienne. Là aussi, il y en aura forcément. On l'a vu surtout dans le dernier exercice. Il n'a dû sa survie politique qu'à finalement un accord tacite avec le Parti socialiste pour empêcher que ceux-ci ne votent les censures proposées qui par LFI, qui par le Rassemblement national. Donc c'est un exercice extrêmement périlleux, extrêmement acrobatique pour le Premier ministre et qui sera encore plus difficile compte tenu de l'endettement de la France, de la surveillance accrue de la France. La moindre mesure, la moindre légèreté dans les économies qui seront faites seront durement sanctionnées probablement par les agences de notation. Donc Sébastien Lecornu le sait. Il sait qu'il joue son avenir politique, en tout cas à Matignon, sur cette question budgétaire. Peut-être même que ça va être pour lui l'opportunité finalement de quitter Matignon en ayant fait ce qu'il pouvait, mais sans avoir à subir les conséquences d'un bilan du macronisme assez détestable. Merci pour ce regard passionnant, Raphaël.